Je rebondis sur ce. Ouais. Ok. Donc je vais rebondir sur ce point. Comme tout l'exposé va parler de la loi de Zipf, si au bout de 5 minutes vous n'êtes pas clair avec ce que c'est que la loi de Zipf, interrompez-moi pour que j'explique dans de plus amples détails. Ce serait dommage de tout rater juste pour ça. Très bien, donc je vais effectivement vous parler de la loi de Zipf dans le langage, qui est probablement la loi statistique la plus connue associée au langage, et plus particulièrement à la manière dont elle s'applique à l'organisation linguistique. Alors par organisation linguistique, on peut entendre beaucoup de choses différentes. Ici, je me réfère à une perspective interne et structuraliste de la langue, c'est-à-dire comment les éléments de la langue s'organisent entre eux tels que révélés dans l'usage. Et donc c'est une perspective qui emprunte beaucoup au système complexe, d'où l'inscription dans ce séminaire. Alors, de quoi je veux parler? D'abord, je vais vous montrer en quoi le langage obéit à une structure zipfienne, ce qui est quelque chose de bien avéré depuis au moins un siècle. Ensuite, à quel point le langage obéit à une structure zipfienne de manière précise dans le détail et à différents niveaux, ce qui est souvent méconnu. Et enfin, je vais vous montrer en quoi, en fait, cette structure n'est pas vraiment zipfienne, mais à quel point le langage en dévie et en quoi ces déviations nous apprennent quelque chose sur l'organisation de la langue. Alors d'abord, nous commençons avec la loi de Zipf. J'arrive pas à enlever ces fenêtres. Si je j'ai pas accès à cet écran. Non. Oui, oui. Bon. OK. Donc, la loi de Zipf, qu'est-ce que c'est? Donc, si on considère les mots de la langue, par exemple, et qu'on les ordonne par ordre de fréquence d'usage, on observe que la décroissance de cette fréquence d'usage obéit à une loi de puissance, généralement de degré 1, enfin de puissance 1. Et donc ça a été exprimé dès les années 20, notamment par Monsieur Condon, dans un article d'une page qui s'appelle Statistics of Vocabulary, et il écrit que there is something about the way in which man uses his language which makes the frequency of occurrence of the nth word would be given by a formula of the form. Et la fréquence de ce mot n est égale à une certaine constante divisée par n. C'est-à-dire qu'on a une décroissance en loi de puissance. De manière plus générale, ici, on peut avoir un petit indice alpha plutôt que ce cas spécifique où alpha vaut 1. Et dans la quasi-totalité des cas, on a un indice un peu différent. Donc là, vous voyez un article beaucoup plus récent, donc fait par des physiciens, parce que les physiciens se sont beaucoup intéressés à cette structure zipfienne dans le langage. Et donc ici, vous voyez qu'il y a une petite déviation par rapport au 1. Vous avez alpha qui vaut 1,05, donc ça dévie, ça décroît généralement plus vite que juste une loi inverse. Voilà. Et comme vous le voyez, ici, donc, il y a un deuxième régime au bout d'un moment où ça décroît encore plus vite. Donc, on a une déviation à la structure zipfienne. Ce n'est pas de ce genre de déviation dont je vais parler aujourd'hui. Donc, ça, c'est quelque chose de bien connu. Tous les articles en linguistique quantitative qui parlent de la loi de Zipf sur de grands corpus ou de grands textes mentionnent ce fait. C'est une observation très générale. Ce n'est pas mon propos aujourd'hui. C'est un autre type de déviation. Vous allez voir. Alors, pourquoi est-ce qu'on a une loi de zip dans le langage? Ça, c'est une question a le mérite de se poser. Donc, il y a eu plusieurs explications en fait qui ont été proposées. On en a presque trop. Je vais ici vous présenter un peu des explications qui me semblent pertinentes parce euh, elles touchent à des faits qui relèvent de l'utilisation du langage. Alors, une explication dont je ne vais pas parler, mais que je mentionne, on peut voir la loi de Zipf comme l'émergence d'une espèce de d'équilibre entre d'un côté les locuteurs qui veulent utiliser les formes les plus courtes possibles pour minimiser leur effort, et de l'autre côté les allocutaires qui ont besoin d'avoir des formes malgré tout distinctes pour pouvoir les différencier. Donc, on va raccourcir les formes les plus fréquentes. On va raccourcir certaines formes et enfin, il y a des formes qui vont devenir plus fréquentes que d'autres par ce phénomène. Ça a été modélisé par des physiciens. Donc, c'est une explication possible, une sorte d'optimisation du code en fait linguistique. Mais comme vous allez le voir, il y a d'autres explications possibles qui ici m'intéressent plus. Donc, le premier, donc, c'est un processus qui a été proposé par Korominas Mourtra en 2015. C'est ce qu'il appelle le Sample Space Reducing Processes. Donc, c'est des processus où on va échantillonner un espace abstrait. Et en fait, l'échantillonnage de cet espace abstrait, au lieu de pouvoir se faire un peu n'importe où, il se fait de manière hiérarchique, c'est-à-dire que vous ne pouvez que descendre. Donc ça, c'est le cas qui n'est pas le cas zipfien, c'est le cas zipfien,
où vous allez échantillonner, mais si vous êtes à 9, vous ne pouvez que descendre, vous ne pouvez pas remonter à 10. Donc, si vous arrivez à 5, vous ne pouvez de nouveau que redescendre, etc. Donc c'est un peu particulier d'échantillonnage. Et on a un grand escalier comme ça, et on va échantillonner, et c'est seulement si on arrive tout en bas qu'on peut remonter. Et en faisant ce processus plein de fois, on regarde le nombre de visites de chaque marche de l'escalier. On observe que, il va y avoir une loi zipfienne, etc. Tout comme pour les mots, le nombre d'occurrences de mots va suivre cette loi zipfienne. Donc imaginez un peu que les marches de l'escalier, ce sont des mots. Il y a des mots qui sont plus facilement accessibles que d'autres à partir de certains mots. Et c'est cette hiérarchie dans l'accessibilité des mots qui peut provoquer la loi zipfienne. Alors, ils ont fait un article compagnon au même moment qui montre justement qu'on a cette mécanique dans le langage. C'est-à-dire qu'ils ont cherché ils ont modélisé pour toutes les phrases d'un assez grand corpus les probabilités de transition d'un mot à l'autre à partir du mot i, est-ce que vous pouvez aller au mot i plus 1 dans le corpus, etc. Donc, ils ont montré qu'on a une structure qui est une structure d'emboîtement, une structure nested, qui, effectivement, donc si vous êtes au mot 1, vous avez accès à plein de mots, mais plus vous descendez dans la hiérarchie, moins vous avez de mots accessibles. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous allez très probablement revenir au mot 1, de nouveau avoir un espace d'échantillonnage accessible, etc. Donc, ce mécanisme tout simple explique la loi de Zipf et la fait émerger de manière assez naturelle. Alors, Quoi le mot? le mot un, j'imagine que ça va être un déterminant ou quelque chose comme ça. C'est souvent des mots de fonction, c'est probablement the ou of, des choses comme ça. La probabilité de transition est uniforme. La propriété de transition, quoi? Oui, elle est uniforme entre. Eh ben non, justement, Pas si vous êtes... zipfienne. oui, là, elle est uniforme dans ce processus-là. C'est effectivement pas toujours le cas. Dans les faits, ce n'est pas le cas, mais pour les besoins de la modélisation, juste supposer une matrice comme ça, où on a un 1 ou un 0 suivant qu'on peut suivre le mot ou pas dans le corpus, ça suffit. Euh, donc, la question qui se pose, en fait, c'est une explication assez convaincante de mon point de vue. La question qui se pose, c'est pourquoi, en fait, on va avoir cette structure très spécifique. En fait, on a un peu mis sous le tapis le problème, parce que c'est cette structure très spécifique qui est, en fait, la vraie structure typienne du langage. Euh, et donc, si, effectivement, on peut regarder la structure de connectivité. Non, pardon. Euh, pardon. D'autres papiers ont aussi montré cette structure de connectivité entre les termes, en se basant non pas sur quel mot suit l'autre, mais en se basant sur la relation de dépendance dans la phrase. Donc c'est à peu près similaire, sauf que c'est plus linéaire. Par exemple, si vous décrivez une phrase, vous pouvez la décrire par sa structure de dépendance, qui est une manière de décrire les relations grammaticales entre les membres de la phrase. Donc, par exemple, les compléments et les sujets vont se rapporter au verbe, les déterminants vont se rapporter au nom, etc. Et donc, au lieu d'avoir des flèches suivant si les mots se suivent, vous allez avoir des flèches relatives aux dépendances dans la phrase. Donc, c'est juste une autre manière de décrire les phrases avec des flèches, mais de la même manière, on peut construire du coup un réseau d'interaction entre les mots. Regardez quelle est la loi associée à la distribution du degré dans ce réseau, et on voit que c'est encore une loi d'échelle qui va du coup donner lieu à une structure de ce type, et donc si on l'échantillonne, à une distribution zipfienne sur la fréquence. Donc là, ça peut paraître un petit peu technique, mais l'intérêt, c'est qu'on est passé d'une loi de puissance à une autre. C'est-à-dire que la loi de Zipf, c'est une loi de puissance sur la fréquence en fonction des mots, alors que là, vous avez une loi de puissance liée au degré de connectivité dans un réseau. Donc, on a un peu déplacé le problème. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de résultats sur les lois de puissance dans les réseaux, notamment avec les travaux de Barabasi et Albert sur les réseaux invariants d'échelle qui présentent justement des lois de puissance pour la connectivité des différents sites. Or, on connaît les processus qui permettent de faire émerger ces lois de puissance qui vont être les processus d'attachement préférentiel. Donc c'est bien parce qu'on a un mécanisme maintenant qui va nous permettre de comprendre pourquoi il y a la loi de Zipf dans le langage. C'est-à-dire qu'on a un attachement préférentiel au niveau du réseau. Ça crée un réseau avec une connectivité qui suit une loi de puissance. Et cette connectivité, quand on va l'échantillonner en créant des phrases, va donner une loi de Zipf sur la fréquence des mots. On peut assez bien expliquer la loi de Zipf grâce à ça, mais là encore, en fait, on déplace le problème. Et la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on va avoir un attachement préférentiel pour construire ce réseau? Qu'est-ce qui construit ce réseau? Là, c'est pas clair. Là, je vais pas avoir d'explication à vous donner. J'ai essayé de reculer le problème, mais là, je me heurte à un mur. Il est intéressant de voir que pour le vocabulaire, dans l'apprentissage du langage, on a l'émergence de réseaux de ce type
Et donc, on peut montrer que l'émergence des relations entre les mots du vocabulaire suit effectivement un processus d'attachement préférentiel. Donc, on a quelque chose ici qui pourrait expliquer pourquoi on a des attachements préférentiels dans le langage. Mais ici, vous avez des relations qui sont des relations d'ordre sémantique, d'ordre conceptuel. Donc, on n'a pas du tout des relations d'ordre syntagmatique pour créer les phrases comme ici. Donc, malgré tout, on n'a pas encore l'explication de ce réseau, même si on s'en approche. C'est lié à la longueur des mots. Non, pas du tout. Alors là, Ah oui, je d'accord. considère pas du tout la longueur des mots. D'accord. Parce que Il existe une autre loi de, voilà, une autre loi de Zipf sur la longueur des mots, mais c'est pas du tout mon propos aujourd'hui. Et alors, je vais vous présenter un autre modèle qui m'intéresse peut-être un peu plus, qui est un modèle vraiment de physicien, qui avait été présenté d'ailleurs dans ce séminaire il y a quelques années, et donc qui est proposé par Tria et Loreto et d'autres personnes, qui s'appelle le Adjacent Possible Model. Donc, c'est un modèle assez, un modèle d'urne avec des boules de couleurs où le langage, donc on peut imaginer le langage d'un locuteur modèle, est représenté donc par une urne avec des boules de couleurs. Et on produit une séquence de mots. Et pour produire une séquence de mots, on va choisir une balle au hasard. Les balles sont vraiment les mots. Et le nombre de balles que vous avez d'une couleur donnée va être la fréquence de ce mot dans votre organisation de la langue ou dans la séquence. Donc là, vous avez vraiment une conceptualisation de la chose qui se rattache directement à la loi de Zipf avec les mots et leurs fréquences. Et donc ce processus, ce modèle est assez simple. Vous pouvez piocher un mot dans l'urne, vous allez le créer dans votre séquence de mots. Mais parfois, vous allez produire un mot de votre urne qui n'est pas apparu avant dans la séquence. Si c'est le cas, vous allez en fait découvrir que vous pouvez peut-être étendre votre modèle associé au langage. Donc, rajouter dans l'urne, non pas seulement ce qui a été produit, mais d'autres mots nouveaux. Alors, donc, vous avez deux mécanismes ici, un mécanisme de renforcement. Si vous produisez un mot, vous rajoutez dans l'urne des boules de la même couleur pour renforcer cet usage, qui va donc favoriser le fait d'avoir des choses qui deviennent de plus en plus fréquentes dans votre organisation du langage. Mais vous avez aussi ce phénomène de croissance et de diversification des mots qui sont dans l'organisation. Donc, c'est vraiment deux mécanismes assez simples et qui produisent en fait une croissance du vocabulaire qui est tout à fait et une distribution de fréquences sur les mots qui est une loi de Zipf. Donc là, vous avez un processus tout simple pour expliquer la loi de Zipf. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il montre que si on a un modèle qui est équivalent, mais vous avez accès dès le départ à toute la diversité des mots, vous n'avez pas une loi de Zipf. Donc ça, c'est chouette. C'est donc une espèce de construction progressive du vocabulaire qui expliquerait la loi de Zipf. Euh, donc je vous présente ça à titre de curiosité essentiellement, j'en parlerai pas beaucoup plus, mais il est intéressant de savoir qu'il existe des modèles pour expliquer cette loi de Zipf. Donc voilà, donc la loi de Zipf sur les fréquences peut être obtenue avec un processus d'échantillonnage, avec un espace d'échantillonnage qui se réduit au fil de l'échantillonnage, comme je vous ai montré. Ce mécanisme de réduction de l'espace d'échantillonnage s'explique parce que la probabilité de transition entre les mots, elle va diminuer. Vous allez avoir de moins en moins de mots disponibles à mesure que vous avancez dans la phrase. C'est ce qu'on appelle l'information bottleneck. C'est-à-dire que vous allez avoir de moins en moins de choix à mesure que vous produisez votre énoncé. Cette structure où vous réduisez les choix, elle peut émerger à travers un processus d'attachement préférentiel, même s'il n'est pas clair pourquoi est-ce qu'il y aurait un processus d'attachement préférentiel dans ce cas-là. Et vous avez d'autres modèles stochastiques qui peuvent expliquer la loi de Zipf. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un aperçu général sur la loi de Zipf. Maintenant, je vais parler de quelque chose de beaucoup plus spécifique, et notamment de beaucoup plus spécifique au langage. Avec cette idée qui a été développée par de nombreux auteurs, le langage, il a Zipfs all along, c'est-à-dire que vous allez trouver la loi de Zipf à tous les niveaux. Et ça, c'est quelque chose que n'explique pas du tout ces modèles, où vous avez juste une loi de Zipf générale pour tous les langages. Juste avant, une petite précision technique. Dans toute la suite, je vais me référer non pas à la loi de Zipf, mais à la loi de Zipf-Mandelbrot, qui a une différence petite, mais très utile. C'est qu'elle a ici un petit paramètre en plus, le petit paramètre B, qui a pour effet d'aplatir la courbe à haute fréquence, comme vous le voyez ici. Donc là, vous avez la ligne droite, c'est la loi de Zipf, et la ligne un peu aplatie, courbe ici, c'est la loi de Zipf-Mandelbrot. Donc je vais m'en référer par les initiales ZM dans toute la suite. Généralement, je ne ferai pas la différence. Quand je parlerai de la loi de Zipf dans la suite, ça voudra dire la loi de Zipf-Mandelbrot. C'est juste une petite correction qui rend le modèle beaucoup plus apte à modéliser les choses de la langue. Et comme vous le voyez dans le modèle ici, vous avez souvent un petit aplatissement à haute fréquence. Donc c'est quelque chose qui apparaît et qui n'est pas complètement divergent par rapport au modèle et à la compréhension qu'on a de la loi de Zipf. Juste une petite précision. Alors.
Ce qui m'intéresse ici, c'est le fait qu'on trouve donc la loi ZIF à des échelles beaucoup plus fines dans la langue. Donc c'est un phénomène qui a été observé, je pense, en premier lieu par Adele Goldberg, qui est un des grands noms de la grammaire des constructions. Et donc elle s'intéresse aux structures de phrases, aux structures syntaxiques. Et donc ici, par exemple, elle s'intéresse à la structure verbe plus objet locatif, donc aller quelque part, etc. Elle montre que dans cette structure, la structure la plus fréquente, c'est go. Donc, elle étudie ça chez des enfants, je crois, ou des apprenants. En tout cas, c'est dans un contexte d'apprentissage du langage. Et elle voit que donc, c'est des enfants, c'est des enfants. Ici, elle dit que c'est des enfants. Et donc, Go, il représente 54% des occurrences, puis Get 6%, puis Fall et Come 5%, Look, Leave 4%. Donc là, vous avez une espèce de loi de Zipf qui se crée. Elle dit qu'il y a un mot qui prend la part du lion, et elle fait explicitement le lien avec la loi de Zipf. Sauf qu'ici, vous n'avez pas une loi de Zipf sur l'ensemble du langage, vous avez une loi de Zipf sur un élément particulier de la phrase, une espèce de lieu syntagmatique de la phrase. Vous avez un choix entre différents verbes possibles. Donc, ce choix entre différents verbes contraints par la structure de la phrase va lui-même présenter une structure zipfienne. Ici, elle a un autre exemple, donc c'est verbe, objet, le lieu, donc comme put the milk in the fridge, donc verbe, objet, lieu. Et donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez d'autres mots, put, get, take, do, pick. Donc, vous voyez que ce n'est pas du tout la même liste. Donc, dans les deux cas, on a une espèce de hiérarchie zipfienne, mais elle est spécifique de la structure que vous avez, de votre structure syntaxique. Et les listes ne se recoupent pas du tout, sauf pour get, qui en fait peut apparaître dans les deux contextes. Et donc cette idée, elle a été modélisée de manière beaucoup plus propre et systématique par Nick Ellis et ses collègues, en particulier Nick Ellis qui a écrit beaucoup d'articles sur le sujet. Et donc pour différentes structures de la phrase, il a montré qu'effectivement vous aviez une loi de zip qui émergeait. Et à chaque fois, vous avez une loi de zip donc sur un certain jeu de verbes, et ce jeu de verbes va être spécifique, et surtout la manière dont ce jeu de verbes est hiérarchisé va être spécifique de votre structure syntaxique. Et donc il a montré ça dans plein d'articles. Notamment, il a montré aussi que ce qui est intéressant, c'est que les apprenants du langage apprennent très vite ces préférences. C'est-à-dire que quand ils vont apprendre les structures, ils vont apprendre en fait quels verbes vont avec ces structures. Et ils n'apprennent pas les structures juste ex nihilo, ils les apprennent avec un verbe préférentiel qui va représenter la structure. Donc, ça va être go dans le verbe location, ça va être put dans le verbe objet location, et pour la structure ditransitive, ça va être give, give something to someone. Give, c'est vraiment le prototype du verbe ditransitif. C'est-à-dire que vous avez deux objets, quelque chose que vous donnez et quelqu'un à qui vous le donnez. Voilà. Et euh, donc, on observe des lois diff et à chaque fois, si vous regardez un peu ces listes qui malheureusement sont floues, j'ai pas pu faire mieux. Donc, si vous regardez, si vous avez go, come, sit, look, get, etc. Si put, take, turn, drop, give, là, j'arrive pas à lire, mais vous avez buy, sell, show, etc. Donc, vous avez d'autres mots. Donc, à chaque fois, vous avez des listes qui sont spécifiques de votre structure syntaxique. Traduction. Le type token, pourquoi token? C'est un jeton ou ça n'a rien à voir? Alors, token, c'est un peu un jeton. En fait, les tokens, c'est vos occurrences. C'est les occurrences individuelles. Donc, c'est-à-dire que type, ça va être un mot. C'est une très bonne question parce que ça va revenir tout le temps, type token, dans toutes les diapos. Donc, je suis content que vous la posiez dès maintenant. Donc, c'est vraiment la base de la loi diff. La loi diff, en fait, relie le nombre de tokens, donc le nombre de fois où vous trouvez un mot, avec pour chaque type, pour chaque mot, en fait. Token, Donc, c'est le nombre de fois qu'on trouve un mot. en fait, si vous avez un corpus, vous pouvez conceptualiser ce corpus, bah, par exemple avec l'urne là, de couleur. Imaginons que votre corpus ce soit ça. Donc, vous avez des mots de différents types. Enfin, vous avez par exemple le mot le, vous l'avez 5 fois, vous allez avoir le mot structure, vous l'avez une fois, ça va être le mot bleu. Et donc, chaque boule de votre urne ou de votre corpus, donc chaque occurrence de votre corpus, c'est un token. Et la couleur de la boule, c'est le type. Donc c'est comme ça qu'on conceptualise un peu la langue. Vous avez donc vos phrases, vous avez un ensemble de phrases. Vous pouvez, pour chaque mot, compter le nombre de fois où vous trouvez le mot dans le corpus. Et chaque fois que vous trouvez le mot, c'est un token. Et ce token est d'un certain type qui est le mot correspondant. Parce que dans l'écosystème de l'Ethereum, on parle également des jetons, des tokens pour les chaînes de blockchain. Alors ça, Et en fait, je me demandais s'il n'y a pas un lien à trouver entre. Enfin, bon, on en parlera après, mais d'où ma ouais. réaction sur la traduction.
Je sais pas du tout, mais donc type token, donc c'est un vocabulaire très bien établi en linguistique depuis au moins les années 60-50, que je sache, parce que alors, je sais avec certitude que dans les années 50-60 c'était utilisé. On a des livres qui s'appellent Type Token Statistics ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment une manière de parler des mots, plutôt que de parler des mots et des occurrences, on a types et tokens. Ça durait par mots. Oui, ça peut être des mots, mais ça peut être aussi les lemmes, par exemple si vous travaillez avec les lemmes. Oui, d'accord, donc c'est l'objet. Voilà. Donc ce type, c'est plus général. Ça peut être aussi, par exemple, des étiquettes syntaxiques. Ça peut être plein de choses. Donc c'est vraiment la chose qui caractérise votre occurrence. Voilà. Et donc là, donc au fil de l'apprentissage, vous voyez que les apprenants vont adopter Go de manière très flagrante avant de se calmer un petit peu. Mais donc au début, pour eux, c'est vraiment, ça aide vraiment d'avoir un prototype clair associé à cette distribution. Ça leur permet vraiment d'utiliser ces structures et de commencer à les maîtriser. Alors, un autre article que j'aime bien, parce qu'il présente tous ces concepts de manière très claire, donc c'est l'article de 2012. Ellis utilise l'expression Frazzle Teddy Bear, donc c'est quelque chose vraiment auquel les locuteurs peuvent se raccrocher pour pouvoir produire des structures même s'ils connaissent pas bien la langue. Même si vous n'êtes pas un expert de la structure dispositive en anglais, vous pouvez vous raccrocher aux mots les plus connus. Donc là, ça va être, pour encore verbe, objet, location, vous allez toujours avoir put, take, see, get, etc. Toujours les mêmes. Vous voyez que la liste change un peu. Par exemple, c'est pas exactement la même liste que Goldberg, forcément, parce que vous avez des corpus qui ont une taille limitée, donc vous avez un certain bruit d'échantillonnage et les rangs peuvent un petit peu changer. Mais vous voyez qu'à chaque fois, put est vraiment au sommet. Alors, ils ont démontré la loi de Zipf sur plein d'autres structures. À chaque fois, c'est des structures syntaxiques. Euh, donc ici, je vais vous montrer un exemple qui n'est pas une structure syntaxique, qui est les quantifiers en anglais. Parce que j'aime beaucoup les quantifiers, je trouve que c'est un système absolument passionnant parce que vous en avez plein et on se demande pourquoi. Et ils ont tous un peu leur spécificité. Donc là, je vous ai donné quelques exemples. A bunch of, a lot of, a volley of, a couple of, a ton of, a number of, a loads of. Alors si vous regardez un peu, déjà, a bunch of, vous allez avoir pas mal de noms de personnes, ce qui est assez difficile à prédire. Si on vous dit a bunch of, ça va avec quoi? Ben, en fait, ça va avec des noms de personnes. Vous avez people, guys, kids, idiots, friends. Vous avez aussi des choses un peu inquantifiables que vous allez retrouver dans quasiment toutes les autres colonnes. Stuff, money, time, things. A lot of, c'est assez diversifié, mais vous avez beaucoup de choses qui sont inquantifiables aussi. People, money, time, things, work, fun, times. Donc, a lot of times, c'est un nombre de fois, hein. Et alors que a lot of times, c'est beaucoup de temps. A lot of times, c'est beaucoup de fois. A lot of questions, tough attention. A volley of, alors a volley of, c'est très marqué sur le plan sémantique. Donc, ça va être des choses qui se lancent. Donc, vous avez shots, gunfire, arrows, rockets, rifle, mais vous avez aussi à avoir une extension métaphorique avec questions, emails, charges, insults et oaths. Je ne sais pas ce que fait oaths là-dedans. Voilà. A couple of, alors là, c'est très bizarre, mais c'est associé au temps, la plupart du temps. A couple of years, days, weeks, times, hours, donc, months, minutes, etc. Je sais pas pourquoi il y a deux fois de time, je me suis trompé en recopiant, excusez-moi. A ton of, ça va être encore des choses inquantifiables qui va ressembler un peu à a lot of. A number of, par contre, ça va être des choses qui vont être plutôt quantifiables. A number of years, reasons, things, times, ways, factors, studies, issues, states, etc. Donc, vous avez des choses qui veulent dire quasiment la même chose, mais ils vont pas avoir les mêmes lois d'association. Chacun va suivre sa propre petite loi zipfienne avec sa propre hiérarchie sur les termes qu'il prend en argument. Et certains ont des listes un peu marquées, donc comme a bunch of, qui est très marqué sur le plan des personnes. D'autres, c'est plus vague. On a la même chose en français, j'avais étudié ça où on a une sorte de partition de l'espace des noms suivant les différents quantifieurs. Et à chaque fois, donc, on a cette petite loi zipfienne locale qui va vous indiquer le fonctionnement propre de ces quantifieurs. Et si vous utilisez la langue, en fait, il faut connaître ce genre de régularité, donc des régularités qu'on appelle des régularités phraséologiques, parce que sinon, ça va faire bizarre. Si vous dites à quelqu'un a bunch of ways, ce sera probablement bizarre pour un locuteur natif, parce qu'en fait, ways va avec a number of. Donc, des choses comme ça. Donc, il y a toutes sortes d'associations de ce type dans la langue qui donc sont un peu enregistrées par la loi. Oui. Alors, j'ai pas vérifié pour tous, mais je crois en la structure zipfienne pour l'avoir observé des centaines de fois. Et en fait, j'y crois d'autant plus que j'ai quand même extrait les mots. Et donc, j'ai extrait ça avec les données du COCA, qui est le Corpus of Contemporary American English. Et quand vous faites ça avec l'interface en ligne, vous avez des histogrammes de fréquences, donc vous voyez tout de suite que c'est zipien. Donc, je n'ai pas fait les courbes, mais je sais que
Si c'est pas zipfien, on s'en est très proche. Alors, donc, on a cette structure zipfienne à tous les niveaux de la langue et qui vont caractériser de manière individuelle et idiosyncratique les structures linguistiques. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de voir en quoi est-ce qu'en fait cette structure zipfienne n'est pas parfaitement respectée par la langue, parce qu'il n'y a rien qui l'oblige à respecter une loi mathématique. Et donc, quelles sont les déviations et qu'est-ce que ça nous dit? Donc, le premier point, ça va être le problème des apax legomena. Donc, les apax legomena, normalement, c'est des choses que vous ne trouvez qu'une seule fois dans un corpus ou pour une langue donnée. Donc, par exemple, quand vous étudiez une langue ancienne, vous allez avoir des apax legomena. Ce sont des mots que vous n'avez qu'une seule fois dans tout votre corpus de la langue. Et c'est du coup difficile de savoir leur sens parce que vous avez qu'un seul exemple de cette unité. Donc, par exemple, pour l'ancien anglais, on a beaucoup de apax legomena dans Beowulf, etc. Un qui est connu, c'est Shadowganga, qui est probablement une sorte de marcheur dans les ombres qui s'applique au monstre Grendel. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, on imagine à partir du contexte, mais comme on n'a aucun autre exemple, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc c'est ça un Apax Legomena. Ici, j'appelle Apax Legomena les mots qui vont apparaître une seule fois dans la structure zipfienne associée à une construction. Donc ça peut apparaître d'autres fois dans le corpus ou dans d'autres constructions. Alors, un peu d'histoire. Et une petite précision, donc en fait, la loi de Zipf, on insiste beaucoup sur le fait qu'il y a des éléments très fréquents. On insiste peu sur le fait qu'en fait, il y a une sorte de dualité avec cette loi de Zipf, c'est que vous allez avoir énormément d'éléments peu fréquents. Énormément, énormément. En fait, ce sont des lois problématiques sur le plan statistique parce que c'est des lois avec un grand nombre d'événements rares. Donc c'est un peu paradoxal parce qu'on insiste sur le fait qu'il y a des éléments très très fréquents prototypiques, mais à côté de ça, vous allez avoir une très très grande diversité de mots que vous allez presque jamais voir. Et il y a eu un peu un sténographe du Parlement français dans les années 1910 qui adressait une liste de fréquences des mots dans les comptes rendus des réunions parlementaires qu'il notait. Et donc, il s'est amusé à tout compter. Donc, vous voyez que vous avez une espèce de structure zipfienne. Donc, là, vous avez les différents mots. Donc, 1949 pour les déterminants, 1712 pour la préposition de, 766 pour que, etc. Donc, vous avez clairement une décroissance un peu type zipfien. Mais après, il a continué à compter. Et donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots qui sont répétés 22 fois. 4 mots qui sont répétés 21 fois, etc. Donc, pour chaque nombre de fréquences, vous allez avoir une liste de mots qui grandit. Là, vous avez plein de mots qui sont répétés 7 fois. Après, il en a eu marre de les écrire. Il dit la liste n'a plus d'intérêt. Il dit 62 mots répétés 6 fois, 82 mots répétés 5 fois, 131 mots répétés 4 fois, 195 répétés 3 fois, 329 répétés 2 fois et 922 mots répétés une fois. Donc vous avez 922 apax. Voilà. Et donc si vous regardez votre liste à l'envers, en fait, en regardant non pas la liste des mots, mais la liste des valeurs de fréquence, donc, combien vous avez une fois, combien vous avez deux fois, etc., vous avez aussi une espèce de loi de puissance. Et donc, cette dualité, donc, elle est très bien documentée, hein. Donc là, vous avez un autre exemple où vous le voyez très clairement sur les courbes. Donc là, vous avez la courbe zipfienne. Au bout d'un moment, votre rang ne veut plus rien dire parce qu'en fait, tous les mots ont la même fréquence. Donc là, vous avez plein de mots qui apparaissent trois fois, plein de mots qui apparaissent deux fois, plein de mots qui apparaissent une fois. En plus, c'est en échelle logarithmique, donc ça peut représenter plusieurs centaines de points. Et donc, si vous inversez la courbe et que vous comptez en fait pour chaque valeur de fréquence le nombre de points, vous obtenez une autre loi zipfienne avec évidemment plein de valeurs de fréquence qui n'apparaissent qu'une fois pour tout ce qui est le début de la courbe. Voilà. Donc, c'est un peu la dualité liée à la loi de Zipf. Et c'est important cette dualité parce que ça vous, surtout pour les constructions individuelles, parce que ça vous renseigne sur ce qu'on appelle la productivité des constructions. Alors, juste un exemple ici, donc pour une construction en anglais qui n'est pas forcément très connue, c'est color me plus un adjectif. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré cette construction. Donc, vous avez color me surprised, color me skeptical, color me intrigued, etc. Donc, c'est une construction qui peut s'utiliser un peu bizarre, mais c'est pour dire en gros, je suis surpris. Donc, c'est color me surprised, c'est-à-dire que vous pouvez me considérer comme surpris. Enfin, c'est une drôle de construction, mais on la rencontre. Je l'ai moi-même rencontré plusieurs fois dans, dans, dans des milieux écologiques. Et, euh, et donc, si vous regardez cette construction, donc vous avez quelques exemples ici, vous en avez 15. Et puis après, vous avez la longue liste des APAX. Donc là, c'est une requête tirée du Coca, donc je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez bien les histogrammes des fréquences. Et donc, l'essentiel de la liste, en fait, c'est des APAX qui n'apparaissent qu'une fois. Alors, il y en a qu'il faudra nettoyer, mais il y en a, la plupart des éléments de la liste sont bien des membres de la construction. Color me satisfied, color me right rich, color me proud, color me overeager, color me optimistic, etc. Donc, vous avez 113 tokens, 54 types, donc 113 occurrences de la construction dans le Coca, 54 mots différents qui apparaissent avec
Color Me. Et parmi ces 54, vous avez quand même 39 Apax Legomena, donc c'est quand même une grande diversité. Et donc cette diversité, elle est importante parce qu'en fait, elle caractérise ce qu'on a appelé la productivité des constructions, qui est leur proportion à s'étendre à des nouveaux mots. Donc si vous avez une construction qui est bien schématique et donc qui est enregistrée dans l'esprit des locuteurs, non pas en tant qu'un ensemble d'associations euh, conventionnalisées, mais en tant que quelque chose qui peut vraiment s'utiliser avec plein de mots différents, vous allez avoir une forte productivité. Et donc cette quantité de productivité, elle intéresse beaucoup de gens parce que donc, ça vous dit quelque chose sur les éléments de la langue qui est différent de la fréquence. Et ça vous dit quelque chose notamment, par exemple, si vous vous intéressez à la morphologie, pour les suffixes morphologiques, est-ce qu'ils sont productifs ou non? Est-ce que vous pouvez les utiliser de manière libre ou non? Donc, c'est une quantité intéressante et souvent, les APAX ont été utilisés comme mesure de la productivité, avec notamment la mesure qui est le APAX Token Ratio, donc combien vous avez de APAX rapporté à combien vous avez d'occurrences. Donc ça, c'est une mesure qui a été proposée par Bayes en 91, je crois, qui est un peu considérée comme la mesure de productivité, même si elle est problématique. Mais l'intérêt, c'est que ça vous donne une approximation de la probabilité que le prochain token va être d'un nouveau type. Donc, c'est pour ça qu'il l'a défini comme ça. Son défaut à cette mesure, c'est qu'elle dépend de votre fréquence. Donc, vous voyez que Color Me, il est peu fréquent, donc il a une très forte productivité. Pour les mots très fréquents, vous allez toujours avoir une faible productivité. Donc, on a maintenant des mesures un peu alternatives qui se basent sur cette idée, mais qui corrigent pour la fréquence. Bon, alors là, si vous voulez, j'ai un autre exemple donc, qui est pour la construction way to, donc way to plus un adjectif. Donc là, vous voyez bien la loi de Zipf. Et vous voyez bien, donc là, j'ai pas mis en échelle logarithmique sur cet axe, mais on peut prédire avec un modèle, d'après la loi de Zipf, quelle va être la courbe ici. Et notamment pour le modèle bleu, là, pour voir les paramètres, il capture vraiment très bien cette décroissance. Donc on peut la capturer à partir de la loi de Zipf. Alors juste un petit mot, la loi de Zipf-Mandelbrot, justement à cause de ce grand nombre d'événements rares, est très 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 pénible à, à paramétriser à partir de données. C'est-à-dire que si vous avez des données et que vous voulez avoir les paramètres de votre loi de Zipf-Mandelbrot, c'est en fait un problème compliqué. Il y a plusieurs solutions qui ont été proposées. Dans la littérature, il y en a deux qui sont considérées comme particulièrement bonnes. Mais pour des raisons opposées, vous avez le maximum likelihood estimation, donc qui est très facile à mettre en œuvre, qui marche bien. Donc là, vous voyez, pour les hautes fréquences, ça marche bien. Et vous avez la méthode Devert. Donc ici, on a l'impression qu'elle est complètement nulle, la méthode Devert. C'est parce qu'en fait, la méthode Devert, elle est intéressée par justement la dualité de la loi type. Donc cette décroissance ce nombre de apax, ce nombre de dyslégomena, etc. Et vous voyez que donc là, elle est en bleu. Je suis désolé, j'ai pas respecté le même code couleur sur une courbe. Vous voyez qu'elle capture très bien cette décroissance. Donc la partie de la courbe des basses fréquences est bien capturée par la méthode des Verts. La partie des hautes fréquences est bien capturée par la méthode de maximum likelihood estimation. Mais pour avoir les deux en même temps, bon, c'est quasiment impossible. Pour aussi des raisons que vous allez voir dans la suite. Donc le problème avec les données langagières, vous allez voir que c'est pas un hasard si ces deux méthodes ne concordent pas très bien. Alors ici, je commence pour vous montrer pourquoi ça ne marche pas bien. Je vais partir d'une construction, donc la construction way2 que je viens de vous présenter, donc way2 plus un adjectif, qui est une construction en anglais. Donc vous avez là encore des données du Corpus of Contemporary American English. On a donc dans ce corpus, on a 4355 occurrences de way2, donc on peut l'utiliser pour présenter la loi diff, et qui est là, pardon, c'est celle-là. Et donc, ce que je fais, c'est que ici, je capture les paramètres. Donc, je crois que j'ai utilisé les paramètres de maximum likelihood estimation. On peut définir notre méthode. Et à partir des paramètres de cette loi de Zipf-Mandelbrot, on peut générer un nouveau jeu de données de même taille. Si je fais ça, voilà mon jeu de données. Donc, vous voyez que ça ressemble beaucoup à la courbe précédente. Sauf que là, ce ne sont pas les données langagières du corpus, ce sont des données simulées. Et si on compare les données simulées, si on utilise ces données simulées, on comprend très bien la manière dont votre vocabulaire va croître de manière sous-linéaire avec vos nombres d'occurrences. Alors j'explique juste ce graphique rapidement. V, c'est le nombre de types que vous avez, et N, c'est le nombre d'occurrences. Donc, au lieu de considérer tout mon corpus d'un coup, je le considère tranche par tranche en grossissant mon échantillon. Et à chaque fois que je grossis mon échantillon, je compte le nombre de types et je divise par la taille de l'échantillon. Donc au début,
La moitié des tokens de l'échantillon sont des tokens ont un type différent. C'est-à-dire que et plus vous avancez, en fait, moins vous allez voir de types différents. Donc c'est pour ça que ces courbes décroissent. C'est que plus vous grandissez votre échantillon, moins le vocabulaire est grand par rapport à la taille de l'échantillon. Donc le vocabulaire croît plus lentement que l'échantillon. C'est un effet de la loi de Zipf. Et donc cet effet de la loi de Zipf est très bien modélisé. Donc vous voyez qu'ici, en vert et en rouge, vous avez la réduction du vocabulaire, enfin du ratio vocabulaire sur taille de l'échantillon qui est prédite par le modèle Zipfien. Et en pointillé, vous avez ce que vous observez dans vos données échantillonnées simulées. Et un aspect très intéressant de Zipf, c'est que si vous rapportez le nombre de APAX dont je vous ai parlé, au nombre total de types, donc combien de mots vous voyez qu'une fois sur combien de mots vous avez différents, vous voyez que vous avez une convergence vers une valeur stable. C'est-à-dire que ce ratio, il est indépendant de la taille de l'échantillon, contrairement au nombre de APAC, contrairement justement au Apax Token Ratio ou au Type Token Ratio. Le Apax Type Ratio, il est indépendant de la taille de l'échantillon. Il est donné par votre paramètre alpha, donc qui est la pente de la loi de puissance. Et donc pour des données simulées, vous avez effectivement une convergence. Ici, elle n'est pas très belle, mais vous avez quand même une convergence vers une valeur qui est prédite théoriquement. Maintenant, donc ça c'est pour les données simulées. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les vraies données de langage? Vous avez à peu près bien la bonne décroissance du vocabulaire avec le vocabulaire qui croît de manière sous-linéaire. Mais la surprise, c'est qu'en fait, votre Apax Type Ratio, il dépend de la taille d'échantillon. Et il n'atteint pas cette valeur finale prédite. Donc ici, données simulées, ici, vraies données du langage pour une même taille d'échantillon total. Donc vous voyez que la différence majeure, c'est que vous ne capturez pas cette constance de l'Apax Type Ratio et il ne converge pas vers la bonne valeur. Et c'est quelque chose que j'ai observé pour toutes les constructions de langage que j'ai considérées. Vous n'avez jamais la convergence vers la valeur. Hmm. Donc ça, c'est une déviation majeure par rapport à la loi de Zipf, puisque la loi de Zipf fait une prédiction précise sur cette convergence, et vous ne l'avez pas. Alors, j'ai quand même vérifié à quel point on l'a pas. Et j'ai ici, donc c'est un peu spécial parce que c'est pour une construction donnée, c'est pour way2 et on se dit que peut-être que le corpus, que l'échantillon est trop petit et que vous ne pouvez pas voir la convergence. Alors j'ai pris autre chose, j'ai pris un texte et je fais la loi diff pour le texte au lieu de faire pour une construction. Ici, je fais juste pour un texte de manière un peu classique comme les gens font souvent avec la loi de Zipf. Donc j'ai pris Sense and Sensibility de Jane Austen parce que il est disponible sur le domaine public et il est assez gros. Voilà. Et donc je prends le texte pour une taille au lieu de prendre tout le texte d'abord, je prends non pas les 120 000 mots du texte, mais je prends 1000 mots, on va dire. Je compte le nombre de mots différents dans ces 1000 mots, je divise par la taille d'échantillon. Et je mets ce point. Et je fais ça avec plein de tirages aléatoires pour que ce soit un peu propre et qu'il n'y ait pas de bruit. Donc vous voyez que vous avez encore cette descente. Et, euh, et en fait, malgré tout, le texte suit une loi zipfienne assez propre. Vous voyez en vert avec la loi, avec le Maximum Likelihood Estimation Fit, vous avez ces paramètres. Donc vous avez une loi zipfienne avec une pente de 1,23. Et si vous simulez des données avec cette loi zipfienne, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une allure complètement différente de l'Apax Type Ratio avec une convergence très très rapide que vous n'avez pas du tout pour le vrai texte. Donc en fait, ce qu'on observait pour les constructions, c'est pas juste une propriété de construction, c'est une propriété générale des données du langage. Alors, je me suis amusé euh, à comparer ça avec une autre construction sans plus un verbe intransitif en français. Donc, par exemple, merci pour ce cadeau qui m'accueille sans prévenir. Donc, ici, prévenir, c'est votre type. Donc là, c'est pareil, j'ai fait la même chose que pour le texte avec Jane Austen. Je regarde la loi de Zipf, j'extrais les paramètres. Donc, ici, vous avez un alpha qui est beaucoup plus fort, donc une décroissance plus rapide du vocabulaire. Et si on les met ensemble et qu'on les remet à l'échelle, en fait, vous avez la même décroissance pour les deux cas. Donc, ça a l'air d'être une caractéristique du langage assez répandue, d'avoir cette décroissance de l'Apax Type Ratio qui va du coup ne jamais converger vers la valeur attendue d'après la loi de Zipf. Donc, on peut dire ici que clairement, en fait, le langage dévie de la loi de Zipf, il doit obéir à quelque chose d'un peu différent, même si ce n'est pas très clair quoi. Hmm. Ça, c'est parce que j'ai fait ici, je mets à zéro par rapport à la valeur psi attendue, et ici, je fais juste un z-score, donc c'est pour ça que vous avez les mêmes. C'était pour les remettre à l'échelle, parce que elles obéissent pas aux mêmes échelles, parce que c'est pas la même.
Donc, qu'est-ce que ça nous dit? J'ai pas fait de conclusion, donc je vais vous la faire là. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'en fait, dans le langage, il devient de plus en plus difficile de trouver des nouveaux mots par rapport à une loi de Zipf. En fait, la loi de Zipf, elle échantillonne sur un espace infini. Le langage n'échantillonne pas sur un espace infini, il est limité. Alors, pour rendre compte de cette limitation, il y a des gens qui ont fait un modèle modifié qui est ce qu'ils appellent le Finite Zipf Mandelbrot model, où vous avez une taille fixe de vocabulaire, donc vous avez comme la loi de Zipf, et puis à un moment, pouf, on s'arrête et c'est zéro. Cette loi ne marche pas non plus, en fait. Parce qu'en fait, cette loi, euh, vous allez ne pas être sensible à la limite tant que vous êtes loin de la limite. Si vous arrivez près de la limite, vous allez avoir un effet bizarre de convergence. Mais ça donne pas du tout la même chose. Et en plus, quand vous l'évaluez sur des données de langage, vous allez voir que plus vous grandissez votre échantillon, plus la valeur prédite de la taille du vocabulaire s'éloigne. Et on est toujours loin de la taille de l'échantillon. Donc, peu importe la taille de l'échantillon, vous allez avoir une taille de vocabulaire loin et vous n'approchez jamais, même si vous grandissez votre corpus. Donc, c'est un modèle qui ne marche pas du tout, même s'il a été proposé et si des gens le trouvent pas trop mal ça ne marche pas pour rendre compte de ce phénomène. Alors, je pense que ce que ça dit, c'est qu'il y a une sorte d'élasticité dans le langage, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez vous étendre un peu à l'infini, et si vous avez des très gros corpus, par exemple, vous pouvez utiliser le Sketch Engine qui va utiliser des données du web, vous verrez que si vous regardez une construction donnée, vous allez trouver des manières de remplir la construction qui sont complètement farfelues et auxquelles vous ne vous attendiez pas. Et plus vous grandissez votre corpus, plus vous avez des formes imprévisibles, mais vous en avez toujours des nouvelles. Mais il y a une sorte d'élasticité, c'est-à-dire que même si ça reste, si vous pouvez jamais épuiser le stock d'unités possibles qui vont entrer dans votre construction, vous pouvez pas non plus tout de suite aller chercher des choses complètement folles. Donc il faut vraiment étendre progressivement, et je pense que c'est cette espèce d'élasticité dans la possibilité de recruter des nouvelles unités qui va provoquer cette structure, mais bon, ça reste un peu un mystère. Alors, maintenant, je vais parler d'une deuxième déviation à la loi de Zipf qui, là, c'est vraiment une déviation structurelle, donc c'est pas la même loi. Là, c'est une déviation plus dans les faits. Vous allez avoir des éléments de la langue qui vont se séparer de la loi de Zipf. Donc, ici, j'ai pris la construction en anglais keep being. Donc, keep going, keep trying, keep coming, etc. Et alors, ce que vous voyez ici, c'est que vous avez donc à peu près une loi de Zipf, mais ce point-là, eh ben, il est très fréquent par rapport à tout le reste. Il est beaucoup plus fréquent que ce que prédirait une belle loi de Zipf. Ce point, c'est going. Alors, si on l'enlève, hop, eh ben, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une belle loi de Zipf. Donc, ça, c'est bien. Et donc, ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, keep going, il s'est séparé du reste du schéma. Il est devenu plus fréquent que ce qu'il aurait dû être. Même si déjà, il était le prototype, au-delà même de son statut de prototype, il est plus fréquent que ça. Et donc, ici, c'est là que avoir la loi de Zipf, ça devient très très utile parce que sans une loi, sans un modèle, vous ne pouvez pas faire la différence entre un prototype très bien enraciné qui va vous définir le sémantisme de votre construction et un élément qui part de ce schéma et qui devient encore plus fréquent et qui devient finalement cognitivement enraciné à part. Et, euh, et donc, avec cette déviation de la logique, vous pouvez voir ce genre de phénomène. Donc, ce que ça veut dire, c'est que keep going, il est probablement, alors ça reste une explication, hein, une hypothèse, il est probablement traité non pas comme une instantiation de cette construction, vous ne faites pas keep plus going, mais qu'il est traité en une unité d'un seul coup holistiquement. Et ici, vous avez un autre cas où je me suis dit, bah tiens, peut-être que ces points-là, ils dévient un peu, on va les enlever. Donc, pour pouvoir avoir un truc qui ressemble assez bien à une motif Mandelbrot, j'ai enlevé les 5 premiers. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, si vous regardez ici, vous avez le même paramètre de pente, à peu près 1, mais surtout, votre petit paramètre B, il se décale de à peu près 5, et exactement le nombre d'éléments qu'on a enlevés. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux lois-là sont exactement compatibles. C'est-à-dire que si vous enlevez 5 éléments, vous déplacez votre rang de 5. Ici, le rang, au lieu d'être 1, il va être 6. Et si vous faites ça, ce que je veux dire, c'est que en fait, ces deux lois-là sont équivalentes. C'est juste que là, on commence avec le rang 6. Et donc, du coup, pour compenser ça, on a rajouté 5 au paramètre B. Et donc, ça exprime exactement la même chose. En fait, dans les deux cas, on est tombé sur les mêmes paramètres, ce qui veut dire que très probablement, time, people, room, money et water ne sont pas indépendants, ils sont bien expliqués par la loi de Zipf-Mandelbrot. Donc là, c'est un cas où vous n'avez pas une déviation, au contraire. C'est juste pour vous contraster. Et on peut le voir par le fait que c'est cohérent avec le déplacement du paramètre B. On a enlevé 5 éléments, du coup, on a plus 5 AB. Parce que, il faut corriger le nouveau rang.
Alors, des fois, c'est compliqué de se raccorder avec la loi zip. Ici, j'ai regardé many plus un nom. Donc, c'est encore une construction en anglais. Many, c'est un peu littéraire, hein. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas trop dans l'usage, mais a une bonne fortune littéraire. Et si vous voyez, donc ça suit pas du tout bien une loi zip. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de le nettoyer. Parce qu'il y a l'air d'avoir des sous-schémas. Il y a un schéma temporel, many a day, ça veut dire beaucoup de jours, et vous avez un schéma plus quantitatif. Donc je me suis restreint au nom animé. Et là, vous avez encore un truc qui n'est pas vraiment une WhatsApp. Pour la retrouver, il faut enlever les quatre noms animés génériques qui sont man, person, child and woman. Et si vous enlevez ça, vous avez une loi très nette. Et là, par contre, vous n'avez pas le déplacement du paramètre B, il n'est pas égal à 4, il est beaucoup plus gros. Donc, c'est probablement effectivement des unités qui se sont enracinées à part par rapport au reste de la loi de Zipf. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette individualisation arrive en diachronie. Est-ce qu'on en trouve les traces? Donc pour Keep Going, c'est assez clair. Alors ici, j'ai pris les données non plus du COCA, mais du COHA, le Corpus of Historical American English. Et ici, le COHA, il dure sur 200 ans, donc depuis 1820 à 2010, enfin la décennie 1820 à la décennie 2010. Et donc, si on regarde la fréquence d'occurrence et qu'on les met à l'échelle, on a à peu près tous la même structure en diachronique qui suit une courbe en S à peu près. Mais si vous regardez les parts de fréquence de chacun des types individuels dans la construction, là c'est intéressant parce que vous voyez que keep going, au lieu d'être tout droit comme ce qui aurait dû arriver si la loi de Zipf s'était maintenue au cours du temps, eh ben, il va prendre de la part de fréquence d'un seul coup. Il a quand même une très grande croissance par rapport à tous les autres. Donc là, vous voyez bien qu'il est parti en fait du reste des rangs. Ça aurait dû être un faisceau plus ou moins stable de courbes, mais au lieu de ça, keep going, il s'en va et il devient très fréquent. On peut aussi considérer que keep trying, il a un petit côté indépendant parce que lui aussi, il a une fréquence très brute à un moment. C'est possible, je ne sais pas trop. Euh, alors, ce qui est un peu paradoxal ici, c'est que même si Keep Going devient indépendant, il se comporte encore un peu comme le reste de la construction du point de vue de la dynamique de fréquence. Mais on voit quand même que sur toutes les manières dont on peut le regarder, il se distingue vraiment beaucoup des autres, même à l'échelle logarithmique, donc où vous aplatissez les variations, vous avez quand même, il change vraiment de magnitude. Ouais, donc on peut vraiment observer cette déviation individuelle de certains mots par rapport à la loi de Zipf qui vont quitter leur organisation pour devenir un peu plus indépendants et plus faciles à traiter pour les locuteurs. Alors donc, moi j'aime bien parce que euh, ça nous apporte une vision un peu plus complexe de ce qu'on appelle la phraséologie. Donc la phraséologie, c'est tout les régularités sur le plan syntaxique du langage, c'est-à-dire tous les phénomènes d'association entre mots qui sont à la fois conventionnalisés et à la fois non compositionnels. Donc des choses qui ne sont pas entièrement prévisibles, juste de la composition entre les mots. Donc d'un côté, vous avez des structures schématiques enracinées qui ont leur propre association syntactique conventionnalisée. Donc je l'ai dit plein de fois au début, pour toutes les constructions dans la langue, quand vous avez un schéma, vous avez une liste de termes qui va être assez spécifique de ce schéma, assez idiosyncratique, qui va bien représenter sa manière de fonctionner et son sens avec des membres, avec des prototypes très clairs, et vous avez donc une compositionnalité qui est contrainte et limitée. Mais de l'autre côté, vous avez aussi des séquences figées qui ne sont plus du tout compositionnelles, alors que là, vous aviez une forme de compositionnalité, même si elle se faisait dans les paramètres de la Wassilian du schéma. Là, vous n'avez plus de compositionnalité, c'est vraiment des unités qui sont produites de manière holistique, et ça permet aux locuteurs d'avoir non pas seulement des structures qui peuvent construire, mais aussi des structures formulaïques qui peuvent produire directement et qui peuvent fluidifier en fait la production de la langue. Donc vous avez dans la langue cette cohabitation entre des éléments formulaïques complètement tout faits, préfabriqués, et des éléments que vous allez construire au fur et à mesure, même si cette construction obéit à des contraintes très strictes. J'en viens à mon dernier point, qui est l'interaction entre deux structures zipfiennes. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous faites interagir deux structures zipfiennes? En fait, ça arrive souvent. Vous avez donc ce qu'on peut appeler des systèmes constructionnels. Donc là, j'en ai un. Donc c'est en anglais. Vous avez ce que j'appelle les mental static verbs. Vous avez un verbe et vous avez un verbe ing après. Donc, like, love, hate, prefer, favor, crave, consider, regard, ponder, contemplate.
et vous pouvez avoir ensuite un verbe. Donc, vous pouvez I like swimming, I consider eating this morning, je ne sais pas quoi, I remember doing this, etc. Donc, vous avez donc finalement, ce qu'on appelle des slots en anglais. Et on peut voir la manière dont ils interagissent. Alors j'ai exclu le like parce qu'il est trop différent, il est trop passe-partout, etc. Et j'ai exclu being. Donc pour des raisons que vous avez vues tout à l'heure, en fait, ils deviennent tellement fréquents qu'ils quittent la loi zipfienne. Donc j'ai en tout 46 verbes pour ce cran et 3769 pour celui-là. Donc il y a vraiment un grand déséquilibre entre la flexibilité à ces deux-là, mais c'est normal. C'est quasiment toujours le cas pour les systèmes instructionnels. Et j'ai un peu fait le nettoyage et j'ai choisi parmi les 3769 là, seulement les 990 qui apparaissaient au moins 5 fois dans le corpus. Alors qu'est-ce qu'on a? On a déjà que entre les différents constructions de type contemplate, love, etc., vous avez une espèce de loi zipfienne. Et ensuite, pour chaque construction, vous avez une loi zipfienne sur les types. Plus ou moins. Donc là, 8, par exemple, il faudra enlever ce point. Je sais pas. C'est une étude que j'ai faite il y a quelques temps, donc je me souviens plus des détails. Je suis désolé. Et donc, on peut regarder la matrice d'interaction. Donc, j'ai mis un carré rouge à chaque fois que pour une forme donnée, vous avez le filler. Donc, pour le V, vous avez le being. Donc, vous voyez que cette matrice, elle est, une fois encore, elle a une structure d'emboîtement, hein. Elle montre la structure de nestedness euh, qui était déjà discutée au début. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut calculer à quel point elle a cette structure et la comparer avec différentes reconfigurations. Donc, si on fait une sorte de reconfiguration aléatoire qui garde le nombre d'interactions des éléments, mais, mais c'est tout, vous allez avoir quelque chose qui est en fait très significatif. Donc là, la barre rouge, c'est le score de nestedness observé, et les histogrammes bleus, c'est ce que vous avez quand vous reconfigurez la matrice de manière aléatoire. Donc ça, c'est ce qui est... j'ai trouvé ça dans des articles d'écologie où ils proposent des manières de calculer la significativité de votre score de nestedness. Donc là, vous avez une matrice qui a une structure emboîtée très marquée. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc ces deux structures zipfiennes et vous pouvez non plus reconfigurer les liens de la matrice, mais à partir de vos tokens, reconfigurer les associations entre tokens. Donc là, vous faites une reconfiguration au niveau des liens forms fillers, mais vous pouvez faire une reconfiguration de tokens-tokens. C'est-à-dire que vous gardez vos stocks de tokens intacts pour chacun des éléments, mais au lieu de les avoir tels que dans le corpus, donc vous avez par exemple love et vous allez avoir plein de tokens, puis hate et vous allez avoir plein de tokens, bah, vous mélangez le token là. Donc vous allez perdre les associations spécifiques entre un verbe donné, un verbe mental donné et un verbe d'activité donné. Et si vous faites ça, donc que vous gardez que les structures zipfiennes, parce que du coup vous gardez les fréquences zipfiennes de chacun des éléments puisque vous gardez les mêmes tokens. OK? Donc imaginez que vous avez en fait deux listes de tokens. Avec d'un côté vous avez le V et le Ving. Et donc, elles ont des liens. Et si vous mélangez une des deux listes, vous gardez le même nombre de tokens, donc vous gardez la structure gipsienne de chacune des deux listes, mais vous allez perdre le détail des interactions tel qu'il est observé dans le corpus. Et si vous faites ça, vous allez avoir quelque chose qui est encore plus emboîté. C'est-à-dire que vu les structures gipsiennes de chacun des deux éléments, vous devriez avoir un score d'emboîtement beaucoup plus haut. Si vous observez un score d'emboîtement faible, c'est parce qu'en fait, vous avez des déviations par rapport à cette structure emboîtée. C'est-à-dire que vous avez des associations entre les verbes et les verbes d'activité qui vont être spécifiques au verbe. Vous avez une spécificité sémantique, là encore, qui se révèle à ce niveau-là et qui peut être observée. Ce qui termine ma conférence. Donc, pour résumer, euh, la structure zipfienne, c'est vraiment un outil très utile parce que ça permet de décrire beaucoup de phénomènes de la langue, ça permet de mettre en évidence des choses qui peuvent paraître inaperçues, ça permet de formaliser des observations qui sinon sont difficiles à conceptualiser. C'est vraiment omniprésent, c'est très robuste et ça capture beaucoup de choses très intéressantes de la langue. Et en même temps, vous avez des structures, des déviations vraiment très fortes vis-à-vis de cette structure zipfienne. Notamment, vous avez des choses qui vous montrent qu'en fait, vous n'avez pas tant d'unités linguistiques que ça. Vous n'avez pas accès à un nombre illimité d'unités linguistiques quand vous produisez la langue. Vous avez beaucoup de séquences formulaïques et préfabriquées. Et donc là, sont déviées de cette structure zipfienne là encore. Et vous avez des associations probablement sémantiquement motivées et non prévisibles entre les ensembles zipfiens quand vous avez des systèmes constructionnels. Merci.
Passer aux questions. Pas bien, ils sont pratiques.